Bienvenue sur le podcast de Transition Urbaine. Transition Urbaine est une association sans but lucratif dédiée à l'accélération des transitions écologiques, sociales et démocratiques de la fabrique de la ville. Rencontre après rencontre, nous partageons les apprentissages de celles et ceux qui font la ville autrement. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste et président de Transition Urbaine. Dans les transitions urbaines à mener, les collectivités locales sont en première ligne. Entre atténuation et adaptation, rares sont les chantiers où elles ne sont pas présentes, et souvent sont même elles qui sont à la manœuvre. Décarbonation de l'habitat, adaptation des équipements publics, transport collectif, mobilité douce, gestion du recul du trait de côte, lutte contre les inondations. Les collectivités sont engagées sur ces sujets. Et les plans ne manquent pas, mais les actions ne sont pas encore à la hauteur. Notamment parce que ces démarches d'atténuation et d'adaptation s'ajoutent à la vie quotidienne des collectivités. Et elles ont du mal à s'articuler avec leurs outils financiers. C'est pour que tout ça change que I4C publie une méthode pour construire son plan d'investissement aligné climat. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est tout simple et c'est absolument stratégique. I4C, c'est l'Institut de l'économie pour le climat. C'est un institut de recherche à but non lucratif qui travaille sur les politiques publiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Alors que les nouveaux exécutifs municipaux sont en train de prendre leur marque en France, l'idée est de les outiller pour que leur plan pluriannuel d'investissement, le fameux PPI, élaboré en début de mandat, devienne un vrai outil de passage à l'action. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Vivian Despoesses d'I4C. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public n'a peut-être oublié de voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Vivian, bonjour. Bonjour Sylvain. Vivian, tu es responsable de la thématique adaptation au changement climatique à l'Institut, à I4C. Peut-être qu'on peut commencer ensemble par planter le décor, parce que j'ai parlé d'atténuation, d'adaptation. Alors déjà, qu'est-ce que c'est de façon générale, pour qu'on se remette un peu les idées au clair. Quelle est la différence déjà, parce qu'on est quand même sur deux sujets assez différents, et surtout en quoi ça concerne les collectivités locales en France ? Alors, la distinction atténuation-adaptation, effectivement, c'est une distinction qu'elles tiennent les gens qui travaillent sur les politiques du climat, mais territorialement, elle est pas forcément aussi nette. Pour le dire de manière très rapide, quand on parle d'atténuation, on parle de la partie réduction des émissions de gaz à effet de serre, décarbonation, on vise la neutralité carbone, le but c'est de limiter les causes du changement climatique. Et quand on parle d'adaptation, le but c'est de limiter les conséquences. Donc c'est des choses hyper différentes. Ça va de la prévention des risques inondations dans un climat qui change, l'adaptation de la ville à la chaleur, les questions liées à la ressource en eau. Donc cause d'un côté, conséquences de l'autre. En pratique, quand on discute avec des élus locaux, avec des collectivités locales, on se rend bien compte que tout le monde essaye de s'adapter à un contexte qui change. Dans lesquels il faut décarboner, les conditions climatiques changent, tout un tas d'autres facteurs évoluent et on essaie de composer avec tout ça. Mais voilà, nous, on a tendance à garder cette distinction parce que dans les politiques publiques, elle existe. Alors, c'est quand même important parce que les motifs sont pas tout à fait les mêmes. On va se retrouver avec d'un côté comment la collectivité fait sa part
Alors fait sa part, et on peut peut-être rentrer un peu dans le détail, fait sa part de quoi? De la décarbonation générale de nos modes de vie, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre, et finalement, c'est isoler des équipements publics, c'est aussi avoir des politiques publiques d'isolation, par exemple, des bâtiments privés. Donc c'est à la fois une action pour soi, sur son parc propre, en tant que collectivité, mais aussi sur son territoire. Donc là c'est un exemple, on pourra en donner d'autres, mais d'un côté faire sa part, alors avec toujours l'idée qu'on fait sa part d'un effort général qui est un effort mondial en fait. Donc c'est une toute petite part par rapport à un phénomène massif. Alors que de l'autre côté, l'adaptation, là c'est très local. Et là c'est des effets concrets qui sont immédiats. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans ce que ça veut dire formellement, d'abord l'atténuation, d'abord la décarbonation pour une collectivité locale, et peut-être donner quelques ordres de grandeur, essayer de comprendre aussi la part des collectivités locales dans l'effort national. Alors effectivement, les collectivités ont un effort plus que significatif dans la décarbonation, dans le projet de décarbonation d'ensemble qui, en France, pour le rappeler, c'est quand même neutralité carbone à l'horizon 2050, donc c'est un objectif hyper ambitieux. Et les collectivités, comme tu le disais, ont à la fois des leviers directs sur leur patrimoine et leurs compétences directes, avec les trois principaux secteurs de décarbonation qui vont les concerner, qui sont le bâtiment, avec effectivement tout le bâti public, et notamment tous les objectifs de rénovation du bâti public, le transport, qui est quand même aussi un énorme sujet, et à un moment, si on veut décarboner les transports, ça nécessite non seulement de développer le transport collectif, les transports en commun, mais ça veut aussi dire rendre possible et attractif les modes de déplacement doux, le vélo, etc. Donc, et limiter aussi, dans l'usage de l'espace, mais tu es mieux placé que moi pour en parler, les besoins, en tout cas une partie des besoins de déplacement. C'est aussi les questions liées à l'énergie. Alors les collectivités sont moins directement en prise avec la politique énergétique, mais quand même le développement des renouvelables, la sobriété, l'efficacité énergétique, c'est aussi des choses sur lesquelles elles ont des leviers. C'est peut-être une particularité aussi, c'est que les énergies de transition, en tout cas les énergies renouvelables, elles ont cette particularité d'être beaucoup plus territorialisées en fait que les énergies à la fois carbonées ou le nucléaire qui est hyper centralisé. Et donc là-dessus, rendre possible le déploiement des ENR, c'est finalement une question territoriale. On le voit aussi, il y a toute la... C'est parfois moins une question territoriale en termes d'investissement, par contre, à un moment, rendre des projets possibles, faire en sorte qu'ils soient compris, qu'ils soient souhaitables, qu'ils trouvent leur place sur le territoire, avec toutes les questions foncières que ça pose, forcément, il y a un rôle très fort des collectivités. Ça, c'est sur le volet production, mais sur l'énergie, c'est pas que la production. Il y a aussi toutes les questions d'usage, et donc là aussi, il y a un rôle pour les collectivités. Et au-delà même si on est déjà en partie rentré dans le côté ce qui dépasse les compétences et le patrimoine des collectivités, le rôle d'animation territoriale qu'elles ont, ça l'est aussi sur d'autres secteurs. Si on pense à la question agricole, par exemple, qui est un gros sujet de transition et de décarbonation. Alors les collectivités n'ont pas de compétences agricoles, mais on voit qu'avec l'intérêt pour les plans alimentaires territoriaux, ce type de choses-là, que ça se joue aussi localement avec des rôles des collectivités assez forts. Donc, tu demandais des ordres de grandeur. Nous, à iForci, on aime beaucoup les chiffres. Globalement, si on parle en termes d'investissement pour la décarbonation, qui sont des choses qui ont beaucoup été chiffrées du niveau national, c'est le nombre de milliards qu'il faut pour atteindre la neutralité carbone, on considère que les collectivités, c'est à peu près 20 milliards qu'il faudrait qu'elles investissent par an, 19 pour atteindre la décarbonation, donc c'est à peu près 20% des investissements totaux. Et globalement, ça revient à un doublement de l'effort de ce qu'elles ont fait au cours des dernières années. Donc, même si les milliards parlent pas, on voit qu'en termes de marche à franchir, ça paraît énorme. En même temps, ça paraît énorme, mais c'est pas de l'ordre de l'utopique. C'est des montants d'investissement qui sont tout à fait dans ce qui a été fait dans l'histoire à des moments, mais avec un rôle clé. Donc là c'est intéressant parce qu'en plus tu commences à faire la distinction. Donc là on est sur l'investissement, c'est-à-dire à un moment on achète, on construit, et donc les collectivités doivent directement faire. Alors en fait on achète, on construit, ou on réhabilite, ou ça peut prendre plein de formes, mais elles rendent possible
parce qu'elle régule notamment l'usage du foncier par les documents d'urbanisme, parce que y a d'autres documents, hein, mais en tout cas en termes de régulation, les collectivités locales sont effectivement présentes, donc elles vont inciter, ou aussi la fiscalité, et puis aussi elles animent leur propre territoire. Donc il y a à la fois les milliards à investir en direct, on va beaucoup en parler puisqu'on va parler du plan pluriannuel d'investissement, mais il y a aussi la capacité d'entraînement finalement des collectivités locales, parce que elles sont en direct avec les acteurs, elles ont une capacité à monter des filières, à animer des groupes de parole, de dialogue, ou avoir des démarches territoriales type plan alimentaire territorial, qui est évidemment un sujet de dialogue extrêmement intéressant. Donc plusieurs casquettes finalement, plusieurs moyens d'action, et là on est juste sur ce levier de la décarbonation. Hein. On a un autre sujet qui est donc l'adaptation, parce que quels que soient les efforts qu'on met en œuvre, le climat change et ça a des impacts sur nos territoires. En quoi ça touche les collectivités ? Alors, c'est vrai que l'adaptation est le sujet qui peut même presque plus immédiatement toucher les collectivités, parce qu'il y a énormément des effets et des conséquences du changement climatique qui sont d'abord ressentis très localement, qui peuvent être très variés d'un territoire à l'autre aussi, et qui touchent à des domaines de la vie des territoires et des domaines d'action publique qui sont directement des compétences locales. Si on pense à la question fondamentale de la ressource en eau, c'est une question alors qui se gère à différentes échelles territoriales. On va peut-être pas rentrer dans toutes les subtilités de la gouvernance de l'eau, mais qui est directement locale. Alors sur l'eau potable et l'assainissement, c'est une compétence immédiatement du bloc communal. Sur le grand cycle de l'eau, c'est des sujets sur lesquels les collectivités ont prise directe. La prévention des inondations, c'est une compétence intercommunale avec la GEMAPI. Toutes les questions liées à la chaleur, c'est des questions qui rejoignent directement les enjeux du bâti, mais aussi, voire même d'abord, de l'aménagement, de l'urbanisme. Les questions de prévention d'autres risques, les feux de forêt, c'est aussi très vite des compétences locales en termes d'aménagement, en termes d'organisation de la défense. Le premier maillon, le premier niveau de gestion de crise aussi, en cas d'événement climatique extrême, ça reste le maire, même si il peut y avoir des prises en charge ensuite à des niveaux préfectoraux ou autres. Donc on est très vite sur des compétences locales, on est très vite sur des effets qui se manifestent, qui sont visibles très localement du changement climatique. Alors, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que tout est local en matière d'adaptation. Il y a des enjeux de coordination, il y a des réseaux nationaux, il y a des grandes politiques aussi, mais il y a beaucoup de choses qui sont locales, et ce qui explique d'ailleurs que les politiques publiques nationales en matière d'adaptation, elles paraissent en tout cas moins précises et moins détaillées sur ce qu'il faut faire, parce que finalement, une grande partie de la responsabilité est renvoyée, ou en tout cas est logiquement dans les mains des acteurs locaux. Ce qu'il faut faire, c'est donc éminemment localisé, parce que c'est différent aussi selon les territoires. On imagine bien que les enjeux d'adaptation sont pas les mêmes en fonction des régions, qu'on soit en montagne, en littoral, etc., etc. Il y a une notion de risque, mais ça dépasse ça quand même. Tu peux nous donner quelques exemples concrets de ce qu'il faut faire et en quoi, en fait, ça rejoint ces questions d'investissement ? C'est une excellente question, parce que ce qu'il faut faire en matière d'adaptation, c'est souvent le nœud du problème. Il y a alors il y a question effectivement de pas les mêmes enjeux. Si on est une collectivité littorale, qu'on a son front de mer qui disparaît, c'est pas la même chose que si on est une collectivité dans les terres, qu'on est confronté à un problème d'eau, une collectivité en montagne, etc. Il y a aussi qu'on n'a pas forcément le même niveau ni d'appréhension du risque, ni de connaissance sur le risque. La finesse de la compréhension de ce qui se passe, de à quel point on se l'approprie, est aussi très différent selon qu'on ait déjà vécu des événements climatiques ou pas, qu'on ait des endroits qui soient faciles entre guillemets à modéliser pour les scientifiques ou pas. Et les données sur l'eau, par exemple, elles sont extrêmement diverses selon les bassins. Puis ça relève aussi de choix locaux, qui sont souvent le fruit d'une histoire, le fruit de décisions qui peuvent être très très différents d'un contexte à l'autre. Et en fait, on l'oublie souvent, mais le niveau de risque qu'on est prêt à accepter, c'est quelque chose dont on hérite. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élus ou de citoyens qui seraient capables de définir avec des mots quel est le niveau de risque inondation qu'ils acceptent. Mais de fait, ce risque, il existe, puisque
on a choisi de dire à un moment, là on protège pas, on met tel montant dans une politique de prévention des inondations, mais pas plus. Donc on avait situé ce curseur historiquement, souvent après des événements majeurs où on s'est dit ça c'est plus possible, ça l'est. Et en fait le risque évoluant, il faut redéplacer ce curseur. Et où est-ce qu'on le met? Ça reste un sujet assez délicat qui peut être pris de manière assez différente d'un endroit à l'autre. Oui, donc il y a à la fois la nature du risque, c'est qu'est-ce qu'on sait. Ouais. On ne sait pas tout en fait, puis il y a des trucs qui sont difficiles à mesurer, il y a des événements climatiques qui sont hyper localisés, donc voilà, comment les anticiper, les modéliser, c'est quand même pas tout à fait la même chose sur à la fois du recul du trait de côte, sur lequel il y a beaucoup d'inconnus, mais en même temps un certain nombre de certitudes, et finalement des questions de sécheresse, par exemple, sur lesquelles on est quand même sur des enjeux de modélisation et d'infrastructure qui sont assez différents. Les politiques publiques, les habitudes, les savoir-faire, tout ce qui est d'ores et puis tu pousses le curseur encore plus loin finalement, dans la culture. Voilà, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, y compris comme dégradation, etc. en cas d'événement. Et donc ça veut dire que derrière, si on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, comment on arrive à dire combien il faut mettre? Parce qu'à un moment, on va bien parler d'investissement et il faut que tu nous parles en milliards. Là, on est bien quand tu parles en milliards. C'est tout le nœud de la question. C'est-à-dire que avant de dire combien il faut mettre, il faut arriver à définir quel est qu'est-ce qu'on cherche à préserver, qu'est-ce qu'on est prêt à transformer, quel est le niveau de risque qu'on est prêt à accepter. Et je pense qu'il y a plein de choses dans ce que tu as dit qui sont hyper importantes. Dans le côté culturel, il y a le côté culturel des rapports au risque, mais il y a aussi le rapport à l'anticipation. Parce qu'en fait, la manière dont on a géré les risques pendant très longtemps et dont on continue à les gérer, c'est toujours de dire par rapport à un niveau de risque qu'on a connu, qu'on a déjà expérimenté, comment on se positionne. Et donc souvent, les politiques de prévention des risques, c'est des politiques de réponse à des événements. C'est au lendemain d'un événement ou suite à des événements, comment on va redéfinir, redimensionner la politique. Là, on est dans un contexte qui quelque part est nouveau et assez fou, on a une capacité de projection, de se dire à quoi va ressembler le risque, à quoi pourrait ressembler le risque, qui est énorme. Et d'ailleurs, en tant qu'économiste, moi je dis souvent, non mais il y a plein de domaines où on passe notre temps à faire des anticipations sans avoir de la donnée qui est 1/10 de fois aussi précise que la donnée climatique qu'on a, mais on a énormément de mal à se projeter. On n'a pas forcément les mêmes outils locaux. Quand on a fait de la prospective de l'aménagement du territoire dans les dernières décennies, c'était souvent avec des liens politiques nationales. Là, il y a beaucoup de choses qui reviennent à des politiques locales. Est-ce qu'on a cette capacité de prospective et de projection? Quelles collectivités s'organisent pour ça, ont les moyens de le faire? C'est un sujet. Et puis, il y a des questions assez fondamentales de choix, parce que ces questions-là, ce n'est pas des questions qui sont des questions uniquement techniques de quelle est la hauteur de la digue ou le niveau de risque auquel on se prépare dans l'absolu. Il y a aussi à un moment quels sont les enjeux derrière. On a tendance, quand on fait de l'adaptation, à beaucoup aimer faire des cartes, notamment des cartes d'exposition, parce qu'on a d'un côté des projections scientifiques qui nous renseignent sur l'évolution d'aléas liés à la chaleur, à l'inondation, à l'érosion, à ce qu'on veut. De l'autre côté, on sait globalement où sont nos infrastructures, nos bâtiments, donc on aime bien croiser tout ça. Mais quand on fait ça, on oublie souvent une des composantes de l'équation du risque, qui est la composante sensibilité, vulnérabilité, qui est une composante qui est beaucoup plus qualitative, qui est une composante qui a des dimensions économiques et sociales assez fortes, qui demande un autre type de travail pour réunir finalement qui est concerné, quelle population, quels groupes sociaux, quelles professions. Et ça demande un travail d'enquête qualitative locale. Et en fait, c'est le produit de tout ça qui fait qu'à un moment, on devra dire, en fait, c'est ça qu'on veut atteindre, c'est ce niveau de service, c'est ce niveau de protection, c'est ce niveau de qualité de vie, d'arriver à le définir pour dire, donc, pour y arriver, quelles sont les options et quels sont les besoins d'investissement. Et donc, j'ai été très long pour répondre, parce qu'en fait, c'est toutes ces phases-là qui permettent de répondre à cette question. Donc on n'aura pas le chiffre, ça, je pense que c'est clair, ou alors ce sera une fourchette qui manque de sens. Mais c'est extrêmement important ce que tu viens de dire. Finalement, on manque
pas vraiment de données. On a beaucoup plus de données que sur d'autres sujets sur lesquels vous travaillez en tant qu'économiste à I4C au quotidien. Donc là, on a de la donnée. Alors, on a des inconnus en termes d'aménagement pour le coup, c'est-à-dire à des échelles suffisamment micro. Mais en fait, on a trop de données pour ce qu'on est capable de se projeter. Donc, il y a déjà une culture qu'il faut bâtir, une culture prospective un peu différente, sans doute. Une culture prospective où on n'est pas là pour se choisir un futur, mais on est là pour ouvrir le scope, ouvrir le regard et regarder les futurs possibles, dont un certain nombre sont peut-être désagréables, mais quoi qu'il en soit, ils sont possibles. Donc là, quid de cette culture prospective à un niveau local ? Donc c'est des savoir-faire techniques, mais c'est aussi une culture politique. Et on voit bien qu'à un niveau local, c'est des exercices qui sont faits assez régulièrement pour l'élaboration de documents d'urbain, notamment des SCOT. Pas forcément très bien, et pas forcément de façon aussi franche, sincère, à regarder justement ces scénarios un peu désagréables. Et puis après, faut-il encore que ce soit un vrai sujet de débat pour qu'on puisse faire des choix. Donc tu reposes des questions là éminemment démocratiques. On s'est pas du tout écarté en fait du sujet. On est au cœur du sujet parce qu'en fait, pour les collectivités et pour les nouveaux élus, notamment du bloc local, se pose vraiment cette question-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à la fois une forme de montée en culture, une prise de conscience. Un élu local avec lequel j'ai échangé il y a quelques semaines me parlait du vertige. Du vertige, à la fois de gérer au quotidien des opérations d'aménagement, des questions d'approvisionnement en eau, etc., etc. Donc le quotidien d'une collectivité et d'un territoire. Et puis ça c'est le matin, et puis l'après-midi, on travaille sur la question de la ressource en eau, en constatant des pénuries, la récurrence d'arrêtés sécheresse, et le fait qu'en fait on a aussi du mal à se projeter, et voilà, et une forme de disjonction entre aujourd'hui et après-demain. Et pour autant, on doit bien gérer ça. Alors, pour gérer ça, il y a quand même évidemment des outils, ou en tout cas, cette idée de raccrocher le après-demain avec aujourd'hui, c'est aussi, et vous avez travaillé là-dessus, c'est aussi l'idée de travailler sur un outil, qui est un outil technique, plan pluriannuel d'investissement. Donc, on parle d'investissement, on parlera du fonctionnement après, mais on va parler ici d'investissement. C'est les fameux 20 milliards, notamment, dont tu parlais juste pour l'adaptation. Pour l'atténuation. Pour l'atténuation, pardon. Pluriannuel, c'est suffisamment exceptionnel pour en parler. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une discussion pour se dire qu'est-ce qu'on va investir sur l'ensemble du mandat, pour les 6 années du mandat, 6 ou 7 années du mandat, comment on va se mettre. Et donc, c'est à la fois un document technique avec un tableur Excel et des chiffres, avec des montants plus ou moins élevés selon les territoires évidemment, mais c'est sur plusieurs années et c'est donc aussi la conclusion d'un dialogue politique. En quoi c'est vraiment un outil stratégique ? Comment ça peut devenir un outil stratégique, ce fameux PPI dont personne ne parle pendant les élections municipales, Nous, c'est un outil qui nous a beaucoup intéressé à I4C parce qu'effectivement, tu disais en introduction, il y a plein de plans, l'atterrissage et la concrétisation en action est souvent difficile. Il y a un constat qu'on peut faire et je pense qu'il sera assez facile à partager, c'est qu'on ne fait pas grand-chose sans un moment qui est une forme ou une autre des moyens en face. Alors, l'investissement en est une partie. C'est vrai que c'est la partie sur laquelle il existe de plus en plus, et encore pas partout, toutes les collectivités n'ont pas un PPI, donc la première étape pour faire un PPI aligné climat, c'est de faire un PPI, où on discute de la programmation de moyens sur plusieurs années. Donc à un moment, c'est une condition pour faire, donc c'est un outil qui nous a paru intéressant. C'est aussi un outil qui nous a paru intéressant parce que c'est un outil dynamique. On a beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé avant à I4C sur les budgets verts, qui à des moments sont des photos d'un budget à un instant T. Alors dans certains exercices, l'exercice réglementaire notamment, c'est même le budget qui a déjà été voté de l'année d'avant, donc c'est pas forcément un outil très dynamique. Là, on s'est dit, on a un outil qui nous permet de se projeter, de discuter, et effectivement, peut-être la premier avantage de cet outil, c'est que il oblige à mettre autour de la table les gens qui parlent finance, qui parlent le langage financier côté collectivité, donc les élus en charge du budget, les directions des finances, les gens qui font les plans, dont on parlait tout à l'heure. À un moment, ils ont fixé des objectifs, ils ont conduit des travaux de prospective, ils ont fait discuter des gens, à des moments dire est-ce que ça boucle ?
et puis les gens qui vont être dans les directions, les sujets, les politiques très concrètes, très métiers, qui vont mettre en œuvre la politique de l'eau, la politique de gestion du patrimoine, et dire qui, eux, vont piloter leur budget d'une année sur l'autre, quels sont les moyens qu'on a cette année pour avancer sur ci ou sur ça, et dire à un moment, faire discuter tout ça, est-ce qu'il y a une forme de cohérence ? Est-ce que ça boucle ? Est-ce qu'à des moments, on s'est donné des objectifs dont on n'a pas les moyens ? Est-ce qu'on ne se donne pas les moyens de nos objectifs ? Et on peut poser la question dans les deux sens. Est-ce qu'on intègre bien les contraintes de ceux qui doivent déployer ? Et que finalement, un outil comme le PPI, pour nous et les collectivités avec lesquelles on a construit ça, on ne l'a pas fait tout seul, c'est d'abord cet outil de discussion en interne, entre services et entre élus, sur un objet qui est hyper concret, puisqu'à un moment, c'est quand même les ressources qu'on va mettre en face. Alors peut-être que donc là on a compris le caractère stratégique, ou en tout cas l'ambition de le rendre stratégique et stratégique pour le climat, voilà, sous ces deux aspects. Vous avez publié un doc, on va mettre évidemment le lien vers ce document qui est complètement ouvert avec, voilà, comme vous savez le faire, c'est-à-dire à la fois des versions synthétiques pour les décideurs, des versions complètement détaillées, avec notamment des éléments méthodologiques. Je pense que c'est le moment, le début de mandat, pour s'en saisir. C'est finalement la déclinaison opérationnelle d'un projet politique. Alors, encore faut-il en avoir un, avec l'idée de se projeter. Alors, on va pas se projeter en 2050, mais c'est au moins se projeter sur la question de l'investissement, sur un mandat. C'est déjà bien. Et c'est déjà ça. Est-ce qu'il y a quelques clés de réussite là-dessus, en tout cas sur la méthode, quelques éléments qui te paraissent singuliers, même si on renverra vraiment sur le document pour les auditeurs les plus intéressés? Je pense qu'en fait, j'ai commencé à les évoquer. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir un PPI et il faut se dire qu'on en fait un objet autour duquel on discute. Voilà, il y a un côté un peu projet partagé. Il faut mettre les bonnes personnes autour de la table. Je t'arrête là-dessus. Excuse-moi, tu vas faire la suite, mais ça veut dire qu'on va faire un document qui est un document technique, mais qu'on l'appréhende non pas comme un truc qu'il faut qu'on fasse, mais comme un moment politique, un moment structurant de la vie politique de la collectivité. C'est ça. Et de se dire qu'en fait, on est vraiment, tu le disais, c'est un moment de début de mandat, donc particulièrement propice à ça, en train de se doter d'un outil de pilotage qui va nous servir. Donc il faut aussi à un moment se dire à quoi il va nous servir. Il va nous servir à se mettre d'accord sur des choses, il va peut-être nous servir à aller discuter avec certains de nos partenaires, y compris de nos financeurs. Et voilà, donc c'est déjà de se rendre compte et de partager ça. Mettre les bonnes personnes autour de la table. Voilà, c'est pas un document qu'il faut commencer à discuter dans un service et puis après mettre les autres devant le fait accompli. C'est vraiment côté partagé ces éléments-là. Voilà, ça c'est quelques-uns. Alors effectivement, on en détaille tout un tas une dizaine de critères de réussite pour que ça fonctionne. Mais je pense que ça donne un peu l'idée des principaux, quoi. Voilà, mais en tout cas, déjà se dire, ça c'est un outil qui peut devenir un outil stratégique, transformation de l'action publique, via les investissements. Donc ça devient un outil de transformation aux mains du politique. Donc ça veut dire qu'il faut le politiser. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit à toutes les étapes, y compris celles qui paraissent les plus techniques. On commençait à le dire, en particulier en parlant d'adaptation, à des moments, on fait référence à des objectifs, on questionne des objectifs, on demande concrètement, il y a quoi derrière l'objectif ? C'est très très rare, voire ça n'arrive quasiment jamais que ces réponses elles soient que techniques et qu'elles ne demandent pas du politique. Ça demande de prioriser, ça demande de décliner une certaine vision, ça demande de la médiation entre des acteurs. Donc tout ça, c'est des sujets hautement politiques. Alors, on parle du PPI, on parle bien d'investissement. Il y a une culture en France, c'est une culture largement propagée par Bercy, mais pas que, mais qui devient vraiment intégrée, intériorisée quelque part par les collectivités locales. C'est que l'investissement c'est bien, ça crée de l'emploi, etc., etc. Le fonctionnement c'est mal. Le fonctionnement c'est de la dépense, alors que l'investissement c'est pour l'avenir, etc. Bon, en même temps, entretenir un bâtiment, bien régler la chaudière, c'est du fonctionnement et ça a un impact climat qui est non négligeable. Ça peut peut-être même éviter des dégradations du bâtiment et voir la nécessité d'en construire un autre. Donc tout ça est pas aussi clair que ça, ou en tout cas aussi clair que ça l'était. Je sais pas si ça change ou si ça a toujours été comme ça, mais en tout cas très clairement les transitions à mener nous font regarder le fonctionnement pour éviter
d'émettre, éviter d'investir des matériaux, etc., etc. Mais aussi, il y a un certain nombre d'actions d'atténuation et d'adaptation qui induisent la gestion. On crée des services publics, on doit entretenir des espaces, etc., etc. Comment on sort de ce machin-là? Donc le PPI va pas répondre à ça, mais je veux bien comment vous voyez cette question-là de cette espèce de mur qu'on a entre investissement et fonctionnement dans les collectivités locales, et en quoi ça nous bloque pour avancer? Alors, cette question, elle nous a, ça a été un vrai dilemme pour nous quand on a fait cette méthode, parce que sur le volet atténuation, il y a une forme de consensus dans le cadrage général du sujet, d'ailleurs, on pourrait questionner, mais dire que une des conditions de la neutralité carbone, à un moment, ça va être de renouveler un stock de capital très carboné qui ancre des émissions dans notre économie par un stock de capital décarboné. Ça suffira probablement pas. Ça veut dire quoi ça concrètement? Ça veut dire qu'à un moment, on a des unités de production d'énergie qui sont carbonées qu'il faut transformer en énergie renouvelable, en énergie décarbonée. On a des infrastructures et des véhicules pour le transport qui sont carbonés, qu'il va falloir. Ça fera pas tout, mais c'est indispensable. Et quand on parle en euros, c'est une grosse masse à laquelle il va falloir s'attaquer. Donc, c'est peut-être pas suffisant, mais parler investissement, c'est absolument nécessaire et premier quand on parle atténuation. Quand on a voulu faire le volet adaptation, qu'on a voulu faire notamment parce que les collectivités avec lesquelles on discutait nous disaient mais nous on pense pas l'atténuation complètement séparée de l'adaptation, etc. Moi, ma première réaction, ça a été de dire c'est très glissant. Parce que si on rentre par l'investissement pour faire de l'adaptation, on va survaloriser certains types de réponses en termes d'adaptation, qui sont des réponses techniques, infrastructurelles, d'ingénierie, alors que quand on parle d'adaptation, il y a toute une gamme de possibles qui passe plutôt par les modes d'organisation, les niveaux de service, voilà, une infrastructure de transport. On peut faire des gros travaux pour la rendre très robuste. On peut déplacer certaines voies ou certains entrepôts, etc., pour les mettre à l'abri d'un risque. Mais on peut aussi organiser plus de surveillance, des tournées de maintenance, dire qu'on ralentit le service par moment. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire qui ne sont pas de l'investissement. Donc déjà, il y a un côté, attention, c'est glissant. Qui peut même nous éviter de faire l'investissement. Tout à fait. Ouais. Donc, il y a un premier sujet, d'ailleurs, on le rappelle tout au long de la méthode, qui est de dire, oui, le PPI, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, c'est un bon moment pour mettre tout ça en discussion. C'est aussi un bon moment pour se rendre compte de combien ça coûterait si on voulait rentrer uniquement par de l'action en dur. Parce que à un moment, quand on pose la question, en particulier avec des élus, de quel niveau de risque vous êtes prêt à accepter, la réponse qu'on a envie de faire, c'est le plus bas possible. Et le plus bas possible, si ça génère des travaux de mise en sécurité, etc., à un moment, on dit, c'est une option, chiffrons-la, et voyons si on peut se le permettre et si on veut se le permettre. Et à des moments, on peut aussi considérer des alternatives. Donc ça, c'est le premier point. Gros panneau attention sur, en particulier quand on parle d'adaptation, l'investissement, c'est une option parmi d'autres. Et d'ailleurs, une stratégie d'adaptation, c'est rarement que de l'investissement. C'est de l'investissement plus d'autres choses. Est-ce que pour nous donner des exemples, tu pourrais élaborer sur ta vision de ce concept de maladaptation qui je pense, croise pas mal, c'est-à-dire qui est souvent associé au mauvais investissement en fait? Oui, la maladaptation, la définition, c'est que ça va être une action où, pour réduire le risque, on va avoir des effets collatéraux négatifs, alors soit en augmentant le risque à plus long terme, soit en augmentant le risque pour ses voisins, soit en aggravant le phénomène. Alors, l'exemple type d'école, c'est on crée une digue pour se protéger ou on renforce une plage pour se protéger de l'érosion et on déporte les courants sur les communes d'à côté. Voilà, c'est un peu le cas d'école de la maladaptation. Et c'est vrai que beaucoup des exemples de maladaptation sont des exemples où on a investi dans des solutions en dur qui ont ce type d'effet négatif, qui ont aussi souvent l'effet d'ancrer dans le temps des décisions qui vont être assez peu flexibles. Après, je le manipule toujours avec beaucoup de précaution, ce concept de maladaptation, parce que c'est très difficile de dire
en règle générale, ça c'est de la bonne et ça c'est de la mauvaise adaptation. C'est hyper contextuel. Ça Non, mais dépend ça pose beaucoup. la question. En tout cas, ça veut dire, c'est pas parce qu'on bouge bien. Ouais. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de mouvements qu'on peut faire, notamment des mouvements durs et donc associés à de l'investissement, qui risquent de nous bloquer. Donc, qui peuvent avoir des effets de bord, mais qui risquent de nous bloquer dans 10 ans parce que, ou dans 20 ans, parce que justement, on a investi sur la digue, on n'a pas fini d'amortir tout ça et en fait, c'était pas ce qu'il fallait, c'est pas suffisant et on peut plus. Ou alors, qui vont créer des formes, par exemple, derrière la digue, on va pouvoir se développer de façon sereine parce qu'on est rassuré par la présence de la digue. Or, celle-ci permet de répondre aux enjeux d'ici 2050, 2060, mais pas après. Donc, on va avoir des... Ça résonne aussi quand même avec un aspect assez séducteur de l'investissement pour des élus locaux, mais pour des élus en général. L'investissement, ça se voit. L'investissement, c'est de l'emploi. L'investissement, c'est de la dépense locale. C'est non délocalisable, etc., etc. C'est assez séducteur tout ça. Oui, c'est l'investissement a toutes ces vertus, ça s'inaugure, ça, c'est voilà. Une autre chose qu'on n'attrape pas dans le PPI, c'est ce qu'on décide de ne pas faire pour s'adapter. Ça, c'est des choses qui vont pas voir dans le PPI, c'est ce qu'on programme pas. Et il y a une autre dimension sur les limites à l'investissement, c'est quand on regarde que l'investissement, on isole finalement des actions, alors que il y a plusieurs cas où ce qui nous a été remonté, c'est le blocage, il n'est pas sur l'investissement, il est sur ce qui va être induit par l'investissement. L'exemple type de ça, c'est les politiques de végétalisation. Le mandat précédent, si je caricature, ça a été un mandat dans lequel on s'est donné plein d'objectifs, souvent symboliques ou souvent de premières étapes en termes de végétalisation. On a pu voir des 10 000 arbres sur le mandat, un arbre par naissance, etc. Là, nous, on a voulu amener une méthode qui dit, bon, on va plutôt se poser la question de qu'est-ce qu'on veut atteindre comme niveau de qualité de vie en ville, de confort, de quelles sont les préconisations sur le bon niveau de végétalisation, sur la manière de penser la végétalisation pour atteindre certaines capacités à limiter l'effet d'îlot de chaleur. Enfin, comment on se pose ces questions-là pour décliner de combien de végétalisation on a besoin. Et les collectivités avec lesquelles on a travaillé nous disent c'est hyper intéressant. On peut arriver à une méthode de, par exemple, combien de sites qui sont des points chauds il faut traiter au cours du mandat, etc. On peut chiffrer des choses en termes de besoin d'investissement, mais en fait, nous, notre point limitant, ça va être à chaque fois qu'on végétalise, il faut être sûr qu'on est en capacité de faire la gestion des espaces verts, l'entretien. Et c'est souvent là que ça bloque. Et ça, c'est plus difficile à planifier. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Il y a des collectivités qui se lancent dans des démarches de programmation de l'évolution de leur capacité RH, de leurs services, etc. Mais des programmations pluriannuelles des dépenses de fonctionnement et de ce qu'est de la bonne dépense de fonctionnement, on en est très loin. Mais ça serait probablement extrêmement utile. Oui, d'autant que là, on a pas mal donc d'investissements. Planter un arbre, c'est un investissement. Alors, on peut éventuellement l'évaluer de façon un peu plus intelligente qu'en les comptant, mais en travaillant sur l'impact que ça, comme tu le disais, ou sur des objectifs qui ont peut-être un peu plus de sens, comme un pourcentage de canopée ou autre. Mais bon, c'est le problème du vivant. Une surface de parking, ça nécessite fort peu d'entretien, alors que le vivant vit. Donc ça nécessite d'agir dessus. Donc ça, faut l'évaluer. Ça devient un facteur bloquant à l'investissement, intéressant. Ça veut dire qu'il faut se réorganiser d'une façon ou d'une autre pour faire cette gestion. Peut-être la faire différemment. Aussi pour appréhender une baisse de coûts unitaires en tout cas. Il y a un certain nombre de collectivités qui ont travaillé là-dessus. J'ai échangé hier avec une collectivité qui, dans ce déport quelque part, dire comment on fait pour gérer des surfaces aussi importantes, etc. Témoignait du fait que en fait la collectivité devenait organisateur de mobilisation citoyenne et donc on avait certes un ETP en gestion, mais une vingtaine d'habitants qui de façon extrêmement encadrée, accompagnés avec du matériel de la collectivité, des formations de la collectivité, finalement faisait le job et sans doute permettait à la collectivité d'économiser une dizaine de TP quoi. Alors évidemment tout ça s'anime et c'est sans doute un autre métier, mais c'est aussi une façon de répondre à cet enjeu de gestion parce qu'il va bien falloir en passer par là. La question de la maintenance, on l'a abordée il y a quelques semaines dans un des podcasts de transition urbaine. On mettra le lien, est absolument central sur la pérennité des équipements, mais de toute manière aussi. C'est une logique, un effet logique de tout investissement. Tout investissement va nécessiter de la maintenance et donc du fonctionnement. Ok, donc le PPI, c'est important, c'est central et c'est stratégique, mais ça répond pas à tout.
Ça peut même éventuellement ouvrir des questions, maladaptation, on en parlait, mais aussi coût de fonctionnement induit, hein, qu'il faut aussi d'une façon ou d'une autre planifier ou en tout cas anticiper. Alors tout ça permet à un moment de mettre des chiffres. Sheriff Forsey, tu le disais, vous avez mis bien ça, mais il se trouve qu'au-delà d'aimer ou pas, quand le chiffre arrive tout à la fin, si c'est à la fin qu'on se dit ah bah non, bah finalement on peut pas, ça servait à rien de faire le plan. Donc il faut faire le plan en regardant les chiffres. À un moment où les chiffres, en tout cas en recettes, pour les collectivités locales, ont plutôt tendance à décroître. Et globalement, le contexte financier global de l'État et la situation économique mondiale ne nous permet pas vraiment de postuler que demain, il y aura de plus en plus d'argent dans les collectivités locales. Enfin, on est clairement à un moment où la sobriété financière subie va marquer de plus en plus les budgets des collectivités locales. Et comment est-ce qu'on intègre finalement cette question de la contrainte financière en entrée de la réflexion du PPI pour que ce soit pas juste à la fin, on a un super plan, mais bon, on n'a pas les moyens de le mettre en œuvre. Il y a deux éléments de réponse. Il y a le premier qui est ce que tu disais, le PPI, c'est une première étape et ça permet aussi de poser des questions à l'intérieur même de la conception des projets et des politiques. Et il y a des choses où, avant de faire plus, il y a le comment on le fait. Et en particulier, une des raisons de poser très vite la question de l'adaptation dans la programmation pluriannuelle des investissements, c'est qu'il ne s'agit pas que de choses à faire en plus, il s'agit aussi de vérifier que dans tout ce qu'on a prévu de faire, on intègre bien ce qu'on a l'habitude d'appeler, nous, un réflexe adaptation, de dire, bon voilà, est-ce que on le fait en tenant bien compte du contexte d'adaptation climatique? Est-ce que ça nous amène à faire différemment des choses? On se rend compte que chiffrer un surcoût d'adaptation, c'est pas toujours si évident parce qu'en fait, c'est pas juste il y a telle action à faire en plus et elle coûte tant en plus. Des fois, ça reconfigure un modèle économique de projet. Je pense que sur un projet type, je sais pas, une opération d'aménagement, c'est assez facile de s'en rendre compte quand on va dire on enlève une place de parking pour faire un espace qui va être désimperméabilisé, c'est pas forcément plus cher, sauf à considérer qu'on veut faire ça tout en gardant le même nombre de places de parking et que donc il va falloir construire des places de parking plus loin et donc il faut investir plus. Donc il y a tout ce dialogue au sein même de la construction du PPI, de qu'est-ce qu'on veut faire, continuer à faire, sous quelles conditions, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est pas plus. Donc ça, c'est la première partie. Et une fois qu'on arrive à mettre bout à bout toutes ces briques de PPI et qu'on commence à voir la taille des enveloppes globales et la taille du total, là, c'est un travail qui est forcément itératif. C'est de se dire, on arrive à autant, c'est la partie qui sont nos objectifs de politique publique qui sont négociables, donc comment on arrive à le financer. Et là, j'y viens juste après, mais il n'y a pas de miracle, mais il y a quelques leviers d'investissement qui sont ceux avec lesquels, à un moment, il faut composer. Mais il y a aussi la partie un peu itérative de dire, en fait, si on considère que c'est pas quelque chose qu'on est en mesure ou qu'on veut se donner les moyens de financer, où est-ce qu'on réinterroge les objectifs? Et à un moment, le but de ce type d'exercice, c'est aussi d'en faire des moments de vérité et de cohérence, de dire, il ne s'agit pas de se faire plaisir en se donnant des grands objectifs qu'on communique quelque part et dont on est tout content, et on ne se donne pas les moyens en face. Soit on est capable de se donner les moyens, soit on réinterroge les objectifs. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles il faut renoncer? Je n'avais pas prononcé le terme, mais il peut être important. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses dans lesquelles il faut reprioriser, il faut arbitrer? Et puis après, dans ce qu'on veut financer, ce qu'on veut atteindre, alors là, à I4C, on a l'habitude de présenter 4 grands leviers de financement locaux. Ils sont tous sauf originaux, mais il y a la part de ce que la collectivité est en mesure de dégager ses propres leviers sur ses recettes. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quand même. Les tarifs, les redevances, ce sur quoi elle peut jouer. Il y a toute la partie qui est de la partie de la discussion avec l'État. C'est presque la partie dont on discute le plus chaque année, à chaque PLF, dont les réseaux discutent beaucoup de quels sont les transferts, de quoi elles ont besoin, quelle cohérence entre les objectifs que fixe l'État et les moyens des collectivités. Donc là, c'est un travail de discussion, parfois de rapport de force local, national aussi. Et à I4C, on est très attentif à arriver à créer les bonnes conditions, en tout cas à ce qu'il y ait les bonnes conditions de ce dialogue qui nécessite ce que tout le monde arrive à faire des pas dans le bon sens. Il y a un levier qu'on a commencé à expertiser, et je pourrai aussi mettre les liens, de quelle est la part de dépenses qui sont réorientables, redirigeables. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses à faire en plus, mais il y a aussi des choses possiblement à faire en moins, ne serait-ce que parce qu'elles sont incompatibles avec nos objectifs climatiques.
ce qu'on appelle les dépenses marron quand on fait un budget vert. Et alors, on voit qu'elles diminuent déjà, qu'il y a un potentiel de diminution de ces dépenses-là. Il n'est pas infini, contrairement à ce qu'aimeraient le penser certains acteurs. On ne financera pas tout en arrêtant ce qui n'est pas bien. Il n'y a pas tant que ça de dépenses non arbitrables, mais il y en a. Et donc, voilà, c'est un levier. Et puis, il y a le levier de l'autofinancement, du recours à la dette, de quelle est la dette qui peut être souhaitable dans un projet d'investissement. C'est des choses sur lesquelles pas mal d'acteurs travaillent. On a prévu de travailler aussi, qui est un levier qu'il va falloir arriver à considérer peut-être avec un peu moins de tabous, de préjugés, de visions toutes faites qu'on a. La dette locale, c'est pas forcément la même que la dette nationale. Il y a beaucoup de questions à poser autour de ce sujet-là. Donc 4 leviers entendus. Alors c'est tous des leviers qui ont des enjeux derrière, de politique, culturelle, etc. Notamment sur la question de la fiscalité locale, l'autonomie des collectivités locales qui est en réduction et de la qualité du dialogue entre l'État et collectivités locales. Alors le terme de dialogue peut être un peu chaud à certaines périodes, ça se passe plutôt à l'automne, hein. Et on voit bien là-dessus que il y a une question de dialogue adulte en fait, hein. Adulte et responsable entre des collectivités locales qui en responsabilité font des choix et un État qui leur donne aussi cette capacité de faire des choix. Dans un contexte où les règles du jeu sont pas très saines. Mais là, on est dans un contexte national que vous tentez aussi d'éclairer en objectivant les faits. Je pense que c'est important pour les deux parties. Mais tu pointes cette question du choix, hein, à la fois le choix de débrancher un certain nombre d'activités, de politiques publiques, de typologies d'investissement qui sont marrons, qui sont tout simplement incompatibles et qu'il faut débrancher. Tout ça s'accompagne aussi, hein, c'est pas arrêté, c'est un choix politique qui peut être complexe et qui doit être aussi approprié politiquement. Et puis rediriger, c'est aussi se dire que parmi des typologies d'investissement qui en tout cas ne sont pas incompatibles climat, il y en a peut-être certaines qui ont plus de sens que d'autres et c'est là où on fait un choix politique. Donc ça veut dire que le moment de cette discussion de l'élaboration du PPI, si c'est une discussion, c'est bien là-dessus finalement, hein. C'est au moment où on se dit ça passe pas et la première version ça passera pas nécessairement parce qu'on va faire une liste au Père Noël de tous les trucs qu'il faudrait qu'on fasse. On fait la somme de toutes les promesses de tous les élus autour de la table et a priori on a la garantie que ça passe pas. Et donc là, on se revoit avec la sincérité de faire des choix cohérents de façon à pouvoir les mettre en œuvre. C'est de la politique, ça. C'est de la vraie politique, pour le coup, avec cette logique d'objectivité, de sincérité, de projection dans le temps et de responsabilité, c'est-à-dire ce qu'on met dans le PPI, c'est ce qu'on va faire pendant le mandat. Exactement, et c'est de la politique interne et c'est de la politique dans les discussions, dans les différents endroits et les différents espaces de discussion dans lesquels intervient la collectivité, puisque il y a son PPI, mais il y a aussi là où elle contribue en subvention d'investissement, les syndicats, les discussions entre collectivités. Il y a les espaces où elle discute avec ses financeurs, que ça soit les banques publiques, que ça soit l'État aussi, dans des endroits, dire voilà, à un moment, il y a ces objectifs, il y a ces besoins, qu'est-ce qui marche pas, où est-ce que ça bouge et oui, tout ça, c'est de la vraie politique, mais voilà, qu'à un moment on peut équiper, on peut objectiver, on peut essayer de se donner des éléments de langue commune pour en parler et essayer de se donner les moyens d'atteindre quand même ces objectifs. Il faut se rappeler le but des objectifs climat, c'est pas de se faire plaisir en atteignant des cibles, c'est que ce qui est derrière est quand même assez fondamental sur les conditions de vie sur les territoires. D'habitabilité. Donc important pour le débat interne, important pour la capacité à avoir un projet politique territorial, mais aussi un bon sujet de conversation avec les parties prenantes du territoire, avec les financeurs, avec les voisins, etc., etc. Écoute, super. Merci beaucoup, Vivian, là-dessus. On a eu de bonnes explications. Je pense qu'on prendra le temps à l'avenir de prolonger cette conversation sur comment on pense l'adaptation à un échelon local, ça me semble extrêmement important. Cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce podcast de Transition Urbaine. On ne manquera pas de suivre la suite des travaux d'I4C. Et puis, on va mettre les différents liens en fait, par rapport aux différents sujets qu'on a abordés dans les commentaires de ce podcast. Merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et retrouver toutes nos publications sur transition.city avec un S bien sûr à transition.
À très bientôt. Merci beaucoup.